Et oui. Pourtant, tu nous parlais tout à l'heure de remonter quasiment jusqu'au Big Bang, remonter non pas des objets, mais quasiment à tout l'univers. Comment fais-tu ce pont-là? Oui, alors ça c'est un argument. On dit souvent au CERN qu'on produit de la matière telle qu'elle était au début du Big Bang. Alors le Big Bang, vous voyez tout ce que c'est, hein, c'est l'idée, quand on observe, quand on observe l'univers, on a des indices très très forts qui laissent penser que tout provient d'une singularité initiale, où tout était infiniment concentré, infiniment petit au début enfin il y a 13,7 milliards d'années, c'est ça. Donc il y a ce modèle cosmologique qui dit ça, et donc si c'est le cas, et ben quand on remonte le temps, l'énergie est de plus en plus concentrée, les particules sont soumises à des énergies de plus en plus fortes, elles interagissent de plus en plus fortement les unes avec les autres, il n'y a plus de protons, il n'y a plus de neutrons quand on remonte le temps. Il ne doit plus y avoir, bon, déjà il n'y a plus d'étoiles, il n'y a plus de planètes, il n'y a plus de nous évidemment, et puis à un moment on se heurte à cette bulle d'univers primordial dans lequel tout ce qui se passe, c'est des interactions entre particules. Et donc, dans une certaine mesure, c'est ce qu'on essaye de reproduire en laboratoire. Alors, ça dure beaucoup moins longtemps, évidemment, que ça ne l'était au moment du Big Bang. Donc, en gros, hein, les quarks ont cessé d'exister quelques microsecondes après le début du Big Bang. Donc, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Et nous, quand on essaye de reproduire cet état-là, ça dure 10-23 secondes. C'est-à-dire 0 avec 22 0 et 1 seconde. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire. C'est en essayant de concentrer une forte densité de matière et donc une grande température, on essaie de reproduire des conditions qui étaient celles de l'univers au tout début. Mais c'est infini, ça dure pas très longtemps. Hein. Nathalie parlait de gravitation, de problèmes liés à la gravitation tout à l'heure. C'est des choses que tu retrouves quand tu parlais de Big Bang. Le Big Bang est associé aussi à de très très grandes masses. Ouais, alors là, justement, non. Oui, le Big Bang est associé à de très grandes masses, bien qu'à... mais nous non, parce que nous à la fin on n'utilise que des noyaux, hein. Donc on fait se rentrer ensemble des noyaux, donc on n'a pas plus d'énergie ou de masse que ce qu'il y avait dans la masse et surtout dans l'énergie des noyaux qu'on envoie ensemble. Et tout ça, la partie gravitationnelle de cette énergie-là, c'est les noms qu'on disait tout à l'heure, elle est ridiculement faible. En fait, donc cette partie de l'univers primordial, si je puis dire, l'aspect vraiment gravitation, information des structures, ce genre de choses-là, dans les collisions de l'infiniment petit, on n'adresse pas du tout cette question-là. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais les ordres de grandeur des différentes interactions. Donc la gravitation, c'est 41 ordres de grandeur plus faibles que l'interaction électromagnétique. Il se trouve que néanmoins, il y a tout un programme de recherche au CERN, avec plusieurs expériences, qui essayent de voir comment tombe l'antimatière. Donc on essaye effectivement d'étudier la gravitation avec des choses qui sont atomiques ou subatomiques. En l'occurrence, on va essayer de faire tomber des anti-atomes d'hydrogène. Je ne sais pas s'il faut dire anti-atome d'hydrogène ou atome d'anti-hydrogène. Peu importe, c'est donc un antiproton avec un anti-électron qui tourne autour. Mais vous voyez bien que comme il y a 41 ordres de grandeur entre la gravitation et les trois autres interactions, il faut en quelque sorte se débrouiller expérimentalement pour gommer les effets des trois autres interactions pour pouvoir observer l'effet de la gravitation sur ces anti-atomes d'hydrogène. Donc c'est pas de la tarte, c'est des programmes de physique qui sont extraordinairement compliqués à mettre en œuvre. Mais donc on essaye quand même d'étudier la gravitation au niveau subatomique. Il y a des programmes qui sont faits et résultat dans 2 ans après le grand arrêt le long shutdown du LHC. Marine évoquait tout à l'heure l'une des grandes révolutions scientifiques du début du XXe siècle, la révolution quantique. L'autre grande révolution qu'on associe souvent, c'est celle de la relativité. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes confronté? Est-ce que vous atteignez des vitesses relativistes facilement? Ah oui, tout le temps. Non, mais donc dans la relativité, alors c'est la relativité restreinte, hein, c'est pas la relativité générale qui concerne plus la gravitation et les grandes structures, mais dans la relativité, il y a cette histoire que le temps passe pas de la même façon pour tout le monde. Et nous, nos particules, clairement, le temps passe pas de la même façon pour elles que pour nous. Et tout le temps, enfin, dès qu'on voit une particule, elle va très très vite, très proche de la vitesse de la lumière. Et son temps de vie, ça, si vous créez une particule dans le laboratoire et qu'elle bouge pas trop, elle aura un temps de vie donné, c'est-à-dire qu'elle a une probabilité de se désintégrer au bout d'un certain temps. Et il y a un temps caractéristique très précis. Mais si elle va vite, et c'est le cas de toutes nos particules, ce temps, il devient beaucoup plus long, en fait. Et donc ça, oui, enfin, toutes nos particules sont relativistes, pour la plupart. Il y a des conditions dans lesquelles elles le sont moins, mais... Et l'autre exemple, c'est que moi, avec mes noyaux qui sont des objets assez gros, vous vous souvenez, c'est pas très gros. Et donc l'autre effet de la relativité, c'est que en même temps que le temps se dilate, c'est-à-dire que le temps passe moins vite pour les gens qui vont vite, les distances se contractent. C'est-à-dire que quand moi je regarde un noyau qui est accéléré, en fait c'est une crêpe, c'est plus une boule.
C'est plus une boule comme vous pouvez en avoir à l'intuition, elle devient complètement aplatie et par des facteurs 100 quoi. C'est-à-dire que si elle est accélérée dans cette direction-là, le rayon dans cette direction-là, il devient extrêmement petit vu de l'extérieur et donc en particulier vu de l'autre noyau qui lui fonce dessus. Donc oui, enfin, on est en monde relativiste. En fait, c'est tellement familier pour nous qu'on ne le dit pas, donc on n'arrête pas de dire les particules sont des objets quantiques, mais en fait, ils sont tous, enfin, c'est quantique relativiste. Et même techniquement parlant, en fait, toutes nos expériences, on les fait, on parle pas de la vitesse des faisceaux qu'on accélère, mais c'est des vitesses relativistes. Au Ganil, typiquement, on accélère jusqu'à un tiers de la vitesse de la lumière. Donc... Oh, comme ils sont lents, j'y crois même pas. Alors, nos protons au LHC, c'est 99,9999991% de la vitesse de la lumière. Ouais, mais on est quand même relativiste. C'est vrai. Je suis presque tenté de donner la parole à la salle, si vous avez des questions pour nos physiciens. Non, on a réussi, oui. Merci, bonjour. Tout à l'heure, j'ai entendu parler d'une particule qui avait une durée de vie qui pourrait se désintégrer. Et donc, elle devient quoi, en fait? D'autres particules. La désintégration, c'est juste... Donc, une particule, ça a une certaine masse. Et donc, les particules qui peuvent se désintégrer, elles ne peuvent pas toutes se désintégrer, mais donc leur masse, enfin, elles changent de nature, et leur masse devient d'autres particules et un petit peu d'énergie, E égale mc2, pour ces autres particules. On peut, je sais pas, l'exemple le plus, enfin, des noyaux, ils se désintègrent. La première fois qu'on a vu des particules se désintégrer, c'est des noyaux, en fait, c'est le début de la radioactivité, en fait. Hein. Et ça s'applique un peu à toutes les particules. Par exemple, je sais pas, un muon, le grand frère de l'électron, peut se désintégrer en un électron et deux neutrinos. Donc il y a toute une zoologie comme ça de désintégration. Il y a un bouquin qui est épais comme ça, qui liste toutes les propriétés des particules et en particulier toutes les façons qu'ont les particules de se désintégrer. Alors évidemment, elles se désintègrent en des particules de plus en plus stables et on finit par arriver aux particules stables et c'est tant mieux parce qu'on est composé de ces particules stables et donc on peut être là pour en parler, n'est-ce pas? Sinon... Ouais, les particules stables, c'est l'électron, le proton. Alors, pas le neutron, mais en se mettant ensemble avec des protons dans des noyaux, il y a certains noyaux qui sont stables, je disais 300 noyaux qui sont stables. Et il n'y en a pas beaucoup d'autres, le photon, et c'est tout, je pense. Ouais, le neutrino, mais il oscille, donc... Voilà. D'autres questions? Bonjour, déjà, mais merci pour ces interventions. Moi j'avais une question pour chacun de vous qui est expérimentateur du coup, mais on va passer plus peut-être dans la théorie. C'est est-ce que vous croyez en une théorie universelle qui regrouperait tous les modèles et toutes les... Enfin, vous personnellement, voilà, chacun. C'est notre espoir. Alors déjà, dans chacun des domaines dans lesquels on travaille, on cherche déjà à unifier les choses parce qu'on va vers l'élégance, on va dire. Donc on va vers la simple. On aimerait bien quelque chose une réponse universelle. Mais à mon sens, la question encore plus intéressante, c'est comment on fait les ponts entre nos différentes échelles d'énergie ou de taille. Parce que la grande théorie du tout, faudrait qu'elle explique comment on passe de ma particule élémentaire à son noyau, des noyaux aux molécules, des molécules aux vivants, aux cellules, etc., etc. Donc, alors celle-là, il y a du boulot. Avant d'aller vers une théorie du tout, il faudrait déjà qu'on arrive à connecter, qu'on parlait de l'interaction forte, typiquement qu'on arrive à connecter juste l'interaction forte entre nos différentes échelles, ce serait déjà très très beau. Et moi, pour répondre à la question, c'est non. Moi, j'y crois pas à la théorie du tout. Après, il faut faire attention avec ce que je dis parce que je croyais pas au boson de Higgs non plus. Donc, mais cette idée que les 4 interactions, par exemple, pourraient provenir d'une seule interaction primordiale initiale, je vois pas pourquoi, moi, en fait. Souvent, les gens les partisans de cette théorie du tout, les théories grandes unifiées, tout ça, donnent l'exemple de l'interaction électro-faible, c'est-à-dire qu'on a plus ou moins réunifié l'interaction électromagnétique et l'interaction faible, mais en fait c'est pas vrai, on connaît pas l'interaction qui était avant et qui donne ces deux-là. On a mélangé 2 interactions, elles se mélangent, on constate expérimentalement qu'elles se mélangent, mais il n'y a pas une théorie électro-faible, et en fait 2 théories, enfin pour les spécialistes c'est 2 groupes différents qui se mélangent. Mais on n'a pas une vraie théorie unifiée déjà de l'électrofaible. La vraie, je pense que le spectre de l'unification, ça vient de Maxwell en fait, ça vient de l'électromagnétisme. C'est-à-dire que la vraie unification qui a eu lieu, c'est entre l'électricité et le magnétisme. Comprendre que le magnétisme c'est lié aux charges qui bougent, aux charges électriques qui bougent et vice versa.
C'est ça la vraie unification, c'est ça le vrai moment dans la science fondamentale à laquelle on a fait une unification. Mais depuis, pour moi, il n'est pas prouvé que ça doit converger, qu'il doit y avoir une théorie du tout. Non mais là je te rejoins, moi j'ai aucune préférence personnelle sur ce qui peut arriver et tout, mais c'est un peu le sens de l'histoire. En physique on découvre des choses, ça devient très foisonnant, très bordélique si j'ose le mot, et puis on finit par trouver une loi sous-jacente et se dire ah tiens c'est plus simple et c'est plus élégant. Par exemple le tableau de Mendeleïev, là c'est Marine la spécialiste, mais à un moment on s'est retrouvé avec, je crois à l'époque, une soixantaine d'éléments différents. On se dit c'est quoi ces trucs, pourquoi ils sont tous différents, et Mendeleïev les classe, et finalement ce classement qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il y a un ordre dans toujours un proton de plus quand je me déplace sur une ligne du tableau de Mendeleïev, et donc le classement nous dit ah bah tiens il y a une structure sous-jacente en protons et neutrons, et puis après il se trouve qu'on a fait la même chose en physique des particules. On s'est aperçu qu'on avait des tonnes de particules qu'on pensait élémentaires, et ça devenait trop foisonnant, puis finalement on s'est aperçu que ça représentait en fait une structure sous-jacente en nombre de quarks différents qui les composaient. Donc quelque part l'histoire de la science c'est ça, c'est on voit tout un tas de trucs qu'on comprend pas, puis on finit par trouver une loi sous-jacente, mais ça va pas forcément vers, je rejoins Raph, pas forcément vers une unification, pas forcément vers un grand tout. C'est plus une notion d'élégance, hein. C'est vrai que après, qu'il y ait une théorie ou plusieurs, bon, c'est pas si frustrant que ça d'en avoir plusieurs. C'est une notion d'élégance. C'est vrai que quand Maxwell a résumé en 4 équations tout ce qu'on savait de l'électricité et du magnétisme, c'est quand même c'est beau, quoi. Voilà, avec 4 équations très simples, il arrivait à tout décrire. C'est vraiment plus une notion d'élégance à mon sens que. Je vais vous citer Einstein, un grand monsieur quand même, qui disait everything should be made as simple as possible, but not simpler. Autrement dit, on doit essayer de rendre les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples que possible. Donc il ne faut pas non plus aller dans la sursimplification. Et justement, quand on regarde les théories grandes unifiées, donc il y a le grand, enfin on l'a dit tout à l'heure un peu, un des fantasmes de plein d'entre nous, c'est d'avoir un jour une théorie microscopique de la gravitation. On n'a aucune idée de comment la gravitation marche au niveau microscopique, précisément parce qu'on ne peut pas la voir, c'est ce que tu disais au début, elle est écrantée par les autres interactions dès qu'on regarde un système, on la voit pas quoi. Et ben cette idée-là, ce fantasme-là, il mène à des théories dans lesquelles on vivrait dans un monde à 13 dimensions. Alors Utopial, c'est génial, ça fait de la science-fiction, c'est top. Mais c'est pas simple. C'est pas simple du tout le résultat. Alors il faut le tenter ça, il faut réfléchir à une théorie quantique de la gravitation, mais quand on regarde le résultat, c'est quand même diaboliquement compliqué, quoi. Et donc pour moi, ça a tendance à invalider un peu la volonté initiale de vouloir les réunifier, sachant que la gravitation, on n'a jamais vu son comportement à petite échelle. Ça commence à l'ordre du millimètre, la gravitation. On n'est jamais descendu en dessous de l'ordre du millimètre sur les effets gravitationnels. On voit tomber des condensats Bose-Einstein. Oui, mais il tombe surtout parce qu'il y a une grosse planète en dessous. Et il tombe sur des distances... donc c'est... Comment c'est l'inverse de sub? Extra, je sais pas, ex millimétrique? Supra millimétrique, merci.